Je viens d'être présenté notamment par Fabien, je ne vais pas beaucoup y insister, sinon pour vous dire que ce sigle que vous voyez là, CREAPT, c'est donc le centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail. Pour dire vite, c'est un centre de recherche dédié aux questions âge, santé, travail, expérience, qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est un groupement d'intérêt scientifique, c'est-à-dire c'est un partenariat stabilisé entre l'État, quelques universités ou organismes d'enseignement supérieur et quelques entreprises, dans lesquelles nous menons une partie de nos recherches. On emmène d'autres sur d'autres terrains qui ne sont pas ceux de l'entreprise partenaire. Vous dire que je suis moi-même, Fabien l'a un peu indiqué, à la fois statisticien et ergonome. J'étais statisticien d'abord, et puis je suis venu à l'ergonomie à peu près à mi-carrière. Ce CREAPT, je l'ai cofondé il y a une vingtaine d'années, je l'ai dirigé jusqu'à il y a 2 ans. Corinne Godard, qui est chercheuse au CNRS, le dirige aujourd'hui, qui est ergonome. Moi-même, je suis un retraité qui essaye de rester tout à fait actif. Comme il y en a beaucoup dans les milieux de la recherche et de l'enseignement supérieur. Peut-être préciser aussi, eu égard au thème de cette conférence, que je suis membre du Conseil d'orientation des retraites, depuis la création du Conseil d'orientation des retraites, qui est donc un grand lieu de concertation un peu à moyen-long terme des problèmes de retraite en France, auxquels participent des dirigeants patronaux et syndicaux et de grandes administrations et quelques, comme on dit dans le jargon administratif, personnalités qualifiées, dont je fais partie, parce qu'il était considéré comme utile que parmi les experts, entre guillemets, il y ait quelqu'un qui ne soit pas du tout expert des retraites, ce qui est en effet tout à fait mon cas, je ne le suis pas, et de leur financement, mais qui soit connaisseur sur les questions de l'emploi et du travail des personnes seniors, vieillissants, enfin des travailleurs âgés, puisqu'il a été assez vite considéré qu'on ne pouvait pas comme ça jongler avec les décisions concernant le système des retraites, et les années de cotisation, les âges de départ, sans essayer de tenir compte de ce qui se passait dans les fins de vie actives. Et c'est ce rôle-là que, assidûment, je tiens au sein du Conseil d'orientation des retraites, qui se réunit une demi-journée par mois, et ce, depuis, j'y suis depuis sa création, c'est-à-dire 14 ans. J'ai aussi, à ce titre-là, été associé aux débats sociaux, voire législatifs, sur la prise en compte de la pénibilité à l'occasion de la réforme des retraites. Donc, quand Fabien m'a indiqué qu'on me proposait de faire une intervention dans ce cadre de partenariat entre l'UFR et la CARSAT, je me suis dit que je pouvais difficilement, vu l'implication certaine des CARSAT dans les questions de mise en place de dispositifs pénibilité, presque à double titre, quoi. Au titre de leurs compétences dans les domaines de la santé au travail et de leurs compétences dans le domaine de la retraite, il me semblait évident que j'allais reprendre cette thématique-là comme fil guide de ce que j'allais vous raconter. Voilà, je m'en tiens là pour cette présentation. Le sigle CEE veut dire Centre d'études de l'emploi, qui est le centre de recherche plus grand que notre petite équipe. Notre petite équipe, c'est une vingtaine de personnes, dont une dizaine sont installées de manière stabilisée au Centre d'études de l'emploi, qui est un centre de recherche dépendant du ministère du Travail et qui traite des questions d'emploi et de travail en général, et qui se trouve dans la grande banlieue parisienne, à Noisy-le-Grand, pour ceux qui connaissent. Alors, en préambule, cette fois-ci sur le sujet, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que l'arrivée et l'expansion du thème des pénibilités du travail dans le débat social en France, qu'on peut en gros dater au moins comme une reprise d'intérêt de la première des réformes des retraites récentes, c'était celle de 2003, la réforme Fillon de 2003, qui explicitement dans la loi portant réforme des retraites instaurait une obligation, en fait, une incitation très forte des partenaires sociaux à faire une négociation interprofessionnelle sur la prise en compte de la pénibilité du travail. Donc depuis que la pénibilité s'est réinvitée dans le débat social, je dis réinvitée parce qu'on oublie parfois qu'il y a eu un passé. Dans la période de 1975-1980, dont seule une
petite partie de l'assistance ici présente a peut-être gardé souvenir. Et dans cette période-là, il y avait un dispositif pénibilité lié aux lois sur les retraites, au système de retraite, qui était produit par une loi de décembre 1975, président Valéry Giscard d'Estaing, Premier ministre Jacques Chirac, et qui, en un temps où l'âge plancher de départ en retraite était de 65 ans, avait instauré les possibilités de départ à 60 ans pour les personnes qui, au cours des 15 années précédentes, avaient passé au moins 5 ans dans telle condition de travail. Telle étant le travail à la chaîne, le travail de nuit, le travail exposé aux intempéries sur des chantiers et le travail à la chaleur près des fours. Bon. On retrouve un tout petit peu certains des items qui sont dans les lois sur la pénibilité aujourd'hui. Alors, est arrivée la réforme des retraites de 82 qui a mis l'âge seuil de départ à 60 ans et non plus à 65. Et donc, cette disposition qui prévoyait la possibilité de partir à 60 ans en cas de pénibilité n'avait plus lieu d'être puisque tout le monde avait ce droit. Et donc, dans cette période-là, apparemment sans que personne n'ait poussé de cri d'orfraie, il y avait cette disposition. Ça m'est arrivé régulièrement d'y repenser quand on a vu parfois les débats sociaux ou politiques un peu tendus qu'il y a eu ou qu'il continue d'y avoir autour de cette disposition aujourd'hui. On peut se demander pourquoi, 40 ans plus tard, on revient à quelque chose qui a été créé sans faire trop de vagues. Cette fois-ci, ça en fait des vagues. Alors, ce n'est pas le sujet de ma conférence. Le but pour moi est plutôt d'essayer de réfléchir à cette notion de pénibilité, de mettre en avant un certain nombre de connaissances dans ce domaine-là qui peuvent aider à y réfléchir et d'interroger la notion elle-même. Parce que ce retour dont j'ai parlé, des pénibilités du travail dans le débat social, est plutôt une bonne nouvelle pour les médecins du travail, ergonomes, syndicalistes préoccupés de ces questions, acteurs divers que les questions de conditions de travail préoccupent, parce que c'est une relance de l'activité du débat social sur ce sujet et que ce n'est jamais mauvais. Nous ne sommes pas nécessairement un pays où l'on se préoccupe collectivement beaucoup et souvent des questions de conditions de travail et de santé au travail. Une occasion comme celle-là n'est pas mauvaise. Mais d'un autre côté, c'est un peu embarrassant. C'est un peu embarrassant parce que c'est une notion un peu ambiguë, qui peut être un peu fourre-tout, qui a été utilisée dans des acceptions très très diverses, qui n'a pas simplifié les choses. Et donc on a pu avoir un débat un petit peu embrouillé dans lequel on peut tenter de faire le ménage. C'est ce que je vais essayer de faire. La question générale, qui préside à ces difficultés de réflexion, elle est assez simple à formuler, un petit peu compliquée pour y répondre. La question est la suivante. On est en présence d'un très grand nombre de facteurs de diversité dans cette affaire-là. On a des personnes qui ont des parcours professionnels antérieurs différents, des conditions de travail actuelles diverses, des états de santé qui ne sont pas les mêmes. Et il faut essayer de prendre tout ça en compte, en considération, pour faire des dispositifs qui allient intelligemment fin de vie active et fin des parcours professionnels, prise en compte des expositions actuelles et passées, de manière suffisamment diversifiée pour tenir compte de ces cas particuliers, et en même temps en tenant fortement des principes d'intérêt commun, car il s'agit de lois. Il s'agit de lois qui doivent s'appliquer à l'ensemble de la population. C'est donc ça qui fait la complexité de ces enjeux-là. Dans cette question complexe, il me semble qu'on peut essayer de faire un petit peu un effort de clarification en distinguant trois grandes acceptions de pénibilité, dont je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas, toutes les trois, concerner parfois la même personne. Mais en tout cas, ce sont bien trois notions différentes de pénibilité, selon moi, pour lesquelles on ne fait pas à chaque fois appel au même registre de connaissances et on ne débouche pas à chaque fois sur les mêmes modes d'intervention et de prise en considération dans la loi, dans des dispositifs institutionnels ou dans des pratiques d'intervention.
La première est bien celle dont il est aujourd'hui question autour du compte prévention pénibilité. C'est exactement ça. Pardon pour le jargon, mais ça paraît une formule un peu épaisse, celle qui est là, mais chaque mot a quand même son rôle. Des astreintes potentiellement pathogènes ou invalidantes à long terme, présentes, etc. Des astreintes voulant dire ici des caractéristiques du travail auxquelles on n'a pas pu échapper et qui peuvent avoir un certain nombre de conséquences. Donc, le mot le plus important dans ces quelques lignes, c'est potentiellement. Il s'agit bien de caractéristiques du travail dont on sait par des connaissances autres qu'elles accroissent le risque de survenue d'un certain nombre de problèmes de santé lourds, à terme. Elles sont potentiellement pathogènes, potentiellement invalidantes à long terme. Autrement dit, elles peuvent avoir un effet sur la santé au grand âge et sur l'espérance de vie. Autrement dit, elles ont un effet sur la durée et la qualité de la retraite, potentiellement, statistiquement, en probabilité, et à ce titre, elles peuvent être candidates à justifier une compensation par des départs anticipés et des possibilités de partir à la retraite un peu avant les autres. 1. 2. Au fond, tout à fait autre chose, qui est « mon travail est pénible parce que je ne vais pas bien ». Je ne vais pas bien pour des raisons qui peuvent être dues à mon travail passé ou pas, ou partiellement. Mais c'est mon travail, lui, qui ne tolère pas que moi, je ne sois pas au mieux de ma forme. Quelqu'un d'autre, qui serait athlète complet, qui serait en parfaite santé, qui n'aurait pas ce petit problème de santé dont moi je souffre, ne trouve pas ce travail pénible. C'est une forme de pénibilité tout à fait existante, tout à fait digne d'être prise en considération, dont on voit bien qu'elle diffère a priori complètement de la première. Je peux très bien être dans cette situation-là sans avoir jamais été exposé à quoi que ce soit qui provoque des risques à long terme. Et je peux très bien ne pas être dans cette situation-là alors que j'ai été exposé. Mais il se trouve que je vais encore très bien, bien que j'ai été longtemps exposé. Troisième et dernier volet possible, mon travail est pénible parce que je le trouve pénible. C'est l'acception la plus courante finalement du terme pénibilité. Mon travail me fait de la peine. J'en souffre, il m'ennuie, il me fatigue, je le trouve douloureux, etc. etc. Et donc, par exemple, si je suis vers la fin de ma vie active, je ne m'y retrouve pas bien, je vais au travail sans plaisir, même plutôt à reculons, j'en souffre de diverses manières, à ce titre-là, ça peut aussi influencer le fait que je souhaite en partir sans tarder. Donc, le lien avec les départs, cette fois, est de l'ordre du souhait des gens. Je n'aime pas mon travail, je ne m'y retrouve pas bien, je veux partir. On voit bien, sans grand effort, que toutes les combinaisons ou les absences de combinaisons sont possibles. Je peux très bien me retrouver dans un cas et pas dans les deux autres, dans deux cas et pas dans le troisième, dans les trois à la fois ou dans aucun. Bon, alors, vous avez maintenant la structure de l'exposé que je vais faire dans la suite de cette conférence, en allant successivement sur chacun des trois, et j'y arriverai d'autant mieux que j'aurai la petite souris. Le premier qui la voit, il me le dit. Voilà, si elle la voilà. Donc, première chose, les astreintes potentiellement pathogènes ou invalidantes à long terme, et donc les possibilités qu'elles offrent, qu'elles vont offrir maintenant, via le compte pénibilité, mais ça fait un moment qu'on y réfléchit, d'ouvrir un droit à des départs anticipés à cause de ça. Le premier qui a fait une réflexion politique et juridique là-dessus, c'était en 2003, c'était Yves Struyou, un conseiller d'État qui aujourd'hui est le DGT, le directeur général du travail, le ministère du Travail, à l'époque il n'est pas du tout dans cette fonction-là, et qui s'est vu commanditer par le Conseil d'orientation des retraites un rapport sur comment penser et comment justifier des possibilités de départ anticipé pour pénibilité. Vous pouvez facilement accéder à ce rapport sur le site, par exemple, du Conseil d'orientation des retraites, si ça vous intéresse de l'examiner. Ce tour de piste juridico-politique, mais très nourri de connaissances scientifiques, qu'a proposé Yves Struyou,
indiquait que si on mettait en œuvre un dispositif de ce type, il fallait effectivement aller vers l'élaboration de critères qui permettraient un âge plus précoce de départ en retraite, et que ces critères devraient sans doute reposer sur les caractéristiques suivantes des expositions, que ce soit connu par la science comme étant des facteurs de risque à long terme, porteurs d'effets potentiellement irréversibles, c'est-à-dire que ce n'est pas des caractéristiques du travail telles que quand on en sort, du coup, ça va bien. Non, ça laisse des traces, ça laisse potentiellement des traces. Plutôt graves, plutôt handicapantes, pas des choses vénielles, avec des temps de latence qui peuvent être longs. Évidemment, la première image qu'on avait en tête à l'époque et qu'on a toujours, c'est les cancérogènes en milieu de travail. Et pas toujours vécu comme pénible, et là aussi on retrouve l'exemple des cancérogènes, et c'est un point tout à fait important. Le terme de pénibilité, au fond, ne va pas bien. Respectons-le, puisque c'est celui qu'on emploie, il ne va pas bien du tout. Je peux parfaitement être exposé à des cancérogènes dans mon travail et ne pas trouver ça du tout pénible. C'est pas irritant, ça sent pas mauvais, ça salit rien, et à la limite je ne le sais pas, c'est même d'autant plus grave quand je ne le sais pas, d'autant plus dangereux, je m'en protège moins. À l'inverse, il peut très bien y avoir des caractéristiques du travail vécues comme pénibles et qui, que l'on sache, n'ont aucun effet à long terme. Si j'ai un temps de trajet ou un long temps de trajet ou un trajet pénible domicile-travail, peut-être que là je raisonne en francilien, mais enfin j'imagine que dans cette région aussi ça doit arriver. Voilà, c'est une caractéristique vraiment pénible tous les jours de ma vie de travail, dont rien ne permet de dire que ça joue sur l'espérance de vie à long terme, et dont on imagine mal que ça puisse ouvrir un droit à un départ anticipé, par exemple, en retraite. Donc voilà ce que posait Yves Trouillot. Alors, il a fallu avancer derrière, et il a fallu faire un bilan des connaissances scientifiques qui rentraient dans le système Trouillot, pour dire vite, qui rentraient dans ce schéma d'analyse. Gérard Lasfargue, qui est un professeur de médecine du travail à l'université de Tours, qui par ailleurs a des responsabilités à l'ANSES, à l'Agence de sécurité environnement santé aujourd'hui, a fait cet exercice-là, et là aussi c'est un rapport que vous trouvez, il date d'une dizaine d'années, mais il n'a pas énormément besoin d'être actualisé, et vous le trouverez sur le site, celui du Centre d'études de l'emploi, celui auquel j'appartiens moi aussi, avec un rapport de recherche d'une 60aine de pages, qui est une excellente synthèse, à mon avis, des connaissances sur ces fameux facteurs de risque à long terme, etc. etc. Donc, ce que lui a pris comme fondement de son exposé, c'est de dire il est important de se focaliser sur des expositions, je répète Trouillot, dont les effets potentiels à long terme sur la santé, incapacitants, potentiellement graves, sont établis avec un niveau de preuve élevé. Alors lui, fait un cran de plus et il dit lesquels. Embrassant toute la littérature, il y a, sur les 60 pages de son rapport, il y a peut-être 10 pages de biblio, c'est très 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 nourri, de biblio international. Et en gros, ça tourne autour de 3 grands facteurs potentiels de risque à long terme. Un, les toxiques, notamment cancérogènes, je viens d'en parler, pour des raisons évidentes, je n'ai pas besoin de commenter. 2, les horaires nocturnes, qui ont des effets à long terme de fragilisation de l'appareil cardiovasculaire par des mécanismes que Lasfargue rappelle et décrit. Et puis depuis, lui, on ne pouvait pas encore le dire tout à fait, ce n'était pas aussi avéré, mais depuis, il y a eu des connaissances qui ont montré que c'était aussi un facteur de surcroît de risque de cancer. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé le travail de nuit dans la catégorie 2A des facteurs cancérogènes, c'est-à-dire bien établis sur les animaux et probables chez l'homme. Bon. Et puis les gros efforts physiques dont il disait, et dont pour l'instant on continue de dire, qu'ils n'ont pas d'effet avéré sur l'espérance de vie, mais qu'ils ont des effets très forts sur la santé au grand âge. Donc cette fois-là, ce n'était pas au titre de la durée de la retraite, mais au titre de la qualité de la vie à la retraite. Quand on a été exposé dans sa vie professionnelle longuement à des efforts physiques importants, on peut emporter des traces qui empêchent d'avoir une vie de loisirs, de bien profiter de la période de retraite. Alors tout ça, que je viens de résumer en quelques phrases, est vraiment bien étayé, détaillé par Gérard Lasfargue dans ce rapport. Alors, l'autre point important de son rapport est qu'il situe bien le rôle de la science dans cette affaire.
il dit qu'en général, la plupart de ces risques-là, il n'est pas possible de confier à la science le soin de fixer de manière précise des liens entre niveau, durée d'exposition et, par exemple, nombre moyen de mois d'espérance de vie ou d'espérance de vie en bonne santé en moins. Les connaissances scientifiques ne font pas ça. Les connaissances scientifiques établissent l'importance d'un lien à long terme en probabilité, mais elles ne font pas, elles ne décrètent pas tant d'années de travail de nuit égale tant de mois de moins d'espérance de vie et donc égale tant de mois de moins qu'on devrait donner pour la vie professionnelle. Enfin, tant d'autorisation de partir un peu avant. Les effets de seuil ne sont pas clairement établis ni reconnus. On ne peut pas dire que l'exposition petite, qu'en deçà d'un certain seuil, il n'y ait pas de lien, puis qu'à partir d'un certain seuil, il y a un effet. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et qu'il y a des liens complexes avec plein de phénomènes de sélection. Ce n'est pas n'importe qui reste dans telle et telle condition de travail. Donc sa conclusion assez régulière à propos de chacun de ces facteurs de risque était de dire les experts scientifiques n'ont pas à se défausser, ils ont des connaissances à mettre sur la table, mais ce n'est pas eux qui vont fixer les barèmes du dispositif. Ce n'est pas leur rôle, et ils n'ont pas les éléments pour le faire. Ils ont tous les éléments pour alimenter au mieux la négociation sociale, et ils n'ont pas vocation à trancher à la place du débat social. Le débat social fera de son mieux, et les pouvoirs publics feront de leur mieux, avec des considérations diverses, scientifiques, mais aussi sociales, voire financières, comme dans bien d'autres domaines. Hein. Comme dans bien d'autres domaines, dans les maladies professionnelles et autres, c'est un peu comme ça aussi. Bon. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on peut faire des investigations pour établir ce qu'il en est des facteurs de pénibilité ? Je pense que le plus simple pour moi, c'est de vous montrer comment on a essayé, nous, de le faire, il y a une dizaine d'années, dans une profession particulière, qui étaient donc ce qu'on appelle les reapers, les éboueurs, les personnes qui sont derrière les camions-bennes et qui font la collecte des déchets. Et en fait, très souvent, ce sera le cas quand on voudra le faire, on est obligé de faire une espèce de puzzle avec des bouts d'informations qu'on essaye de faire tenir ensemble et d'aller au mieux vers quelque chose qui fasse sens. Alors l'une des choses qu'on avait faites, c'était déjà de regarder leur espérance de vie, ce qu'on a pu faire avec les données de la caisse de retraite des collectivités locales. Donc c'était seulement pour les éboueurs qu'on appelle en régie, c'est-à-dire les éboueurs qui sont salariés des villes, des collectivités territoriales, etc., comparé à la moyenne des personnels territoriaux. Et on arrivait donc au résultat que vous voyez là, qui montre que, par exemple, l'espérance de vie à 60 ans, si j'arrive à être précis dans mon geste, voilà, vous la voyez là, l'espérance de vie à 60 ans chez les éboueurs, hommes, hein, est de l'ordre de 16 ans à peu près, alors que chez l'ensemble, la moyenne des personnels territoriaux, elle est de encore 19 ans et demi. Bon. Donc on a 3 ans d'écart, ce qu'on peut considérer comme pas rien, pas vertigineux non plus, puisque quand même dans l'ensemble des personnels territoriaux, il y a bien sûr des cadres moyens, etc. On avait ce différentiel-là, qu'évidemment on ne pouvait pas imputer intégralement à la pénibilité du travail des éboueurs, on aurait tort de le faire. Les éboueurs ont aussi le revenu qu'ils ont, les pratiques alcoolo-tabagiques qu'ils ont, l'accès aux soins qu'ils ont, tout ça joue un rôle. Mais enfin, il n'est pas interdit de considérer que certaines caractéristiques de leur travail, encore faut-il rechercher lesquelles, jouent un rôle dans ce constat que leur espérance de vie n'est pas très bonne. Un autre mode d'approche que nous avons eu a consisté à avoir des entretiens à caractère rétrospectif avec des éboueurs proches de leur départ en retraite ou qui venaient de l'apprendre. On a mené 8 entretiens avec, je vous passe rapidement là, pour que vous voyez un peu les personnes, leurs divers âges, le fait que beaucoup d'entre eux avaient des problèmes de santé, mais là n'est pas le sujet pour l'instant. Et on a essayé de reconstituer quoi ? On a essayé de reconstituer différents aspects de leurs conditions de travail au cours de leur parcours professionnel. Pour le faire de manière relativement précise, on commençait par les interroger sur le dernier moment, les derniers mois de leur vie professionnelle, les dernières années, divers aspects donc de leurs conditions de travail, puis de faire des comparaisons avec le passé. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce qu'auparavant, c'était pire, c'était mieux, et pour quelles raisons ? Et en fin d'entretien, de leur demander de tirer une espèce d'appréciation d'ensemble de ce que leur parcours professionnel leur avait fait, leur avait laissé éventuellement comme trace,
ou à quoi ils avaient été exposés. Est-ce qu'ils avaient le sentiment que leur santé d'aujourd'hui portait la marque de leur parcours professionnel antérieur. Et puis avec une démarche assez caractéristique des préoccupations des ergonomes que nous sommes, on menait cet entretien en étant attentif à des paramètres de variabilité des situations. Est-ce que c'était pareil tout le temps, selon les tournées, selon les matériels, selon les camions, etc. Et aussi la manière dont eux essayaient de se protéger d'un certain nombre d'expositions, ce qui est aussi révélateur des dites expositions. À quoi faisiez-vous attention pour essayer de vous ménager? Alors, je vais passer assez vite sur les diapos qui suivent. Ceux d'entre vous que ça intéresse, je leur enverrai des textes ou des références. Mais enfin, on recueillait effectivement des choses sur des comparaisons entre ce métier-là et d'autres qu'ils avaient pu exercer, sur les différences entre tel ou tel type de camion, tel ou tel type de poubelle, est-ce que ça pouvait avoir comme excès de fatigue, sur la manière dont on pouvait être amené à marcher beaucoup, courir beaucoup, sauter depuis le marchepied, qu'à l'époque les chaussures de sécurité étaient très rigides, elles le sont moins aujourd'hui, et que ça provoquait évidemment des secousses dans les genoux, que le fini parti, le dispositif dit du fini parti chez les éboueurs, c'est-à-dire on boucle sa tournée, on peut rentrer chez soi, en fait était quelque chose, comme le dit cet éboueur, on s'est toujours fait tort, c'est-à-dire on s'accélérait au maximum pour pouvoir repartir plus tôt chez soi en fin de tournée, mais finalement à force de s'accélérer, quand la tournée était redessinée, on nous en mettait un peu plus, puisque c'était calé sur les performances des meilleurs, bon, etc. Tout problème que vous connaissez. Bien sûr, ils évoquaient des éléments concernant leur état de santé. Quand vous voyez mon père, en fait, c'était pas un éboueur, c'était un fils d'éboueur qu'on avait interrogé, là. L'éboueur était décédé depuis quelques années. Et donc, voilà, les problèmes de genoux, les coups de pompe qu'on ressent à partir d'un certain âge, etc., etc. Alors, le diaporama, je ne sais pas comment c'est, je pense que ceux qui voudraient se procurer le diaporama lui-même, il doit y avoir un moyen qu'ils écrivent à je ne sais pas qui. Il sera en ligne, ben voilà, donc vous pourrez vous le procurer, c'est du domaine public. Donc, évidemment, il pointait des améliorations sur les matériels. Les containers, c'est quand même beaucoup mieux que les poubelles à poignées, etc., etc. Aussi des aspects de confort avec les pare-vents, la possibilité de se changer, la qualité des revêtements des rues aussi, qui fait que ça secoue moins quand on est dans les périodes sur le marchepied, et quand même des difficultés qui demeurent, avec la nécessité de se dépêcher, quand même des efforts dont on a besoin, le besoin d'être très concentré dans ce qu'on fait, et beaucoup de propos qu'on retrouve souvent avec des anciens dans toutes les professions en rapport avec le public, du domaine de les usagers se dégradent. Les usagers sont moins bien qu'ils n'étaient. Comme s'il y avait dans l'ensemble de la société une sorte d'individualisme généralisé qui se développait et qui faisait que de plus en plus de personnes, même si elles sont minoritaires, prennent de haut les personnes des services publics en les considérant un peu comme étant dans une posture de domesticité, quoi. Donc, on nous a beaucoup parlé de l'impatience des conducteurs qui dépassent sans faire attention, des gens qui se garent n'importe où et qui rendent le travail des éboueurs impossible, des gens qui se bouchent le nez quand ils croisent un éboueur alors qu'un éboueur ne sent pas mauvais. Son camion benne à la rigueur, oui, mais lui, non, etc., etc. Des gens qui... Alors nous, on a vu des choses aussi, les gens qui jettent le sac poubelle par la fenêtre, qui font rappeler le camion parce qu'il est passé un tout petit peu trop tôt pour eux, pour qu'ils reviennent, et qu'ils reviennent chercher la poubelle, etc., etc. Bon. Donc, on a eu ce bilan comme ça, un peu contrasté, diversifié. Alors, on a essayé d'articuler avec ça, en bons ergonomes que nous sommes, des aspects d'observation de l'activité, que je ne veux pas développer longuement, mais où, par exemple, on a vérifié aisément que, je vais passer directement à la suivante qui synthétise celle que je viens de montrer, qui montrait effectivement que, par un indicateur que nous avons calculé, qui était le total des sollicitations corporelles fortes par objet que l'on prend dans la collecte, en effet, quand on est avec les containers, dans la tournée de la période A, vous voyez, où il y a 9/10 de containers, le total de sollicitations fortes est incroyablement plus bas que dans les tournées où il y a encore des poignées, des sacs poubelles, etc., etc. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était pas très difficile de corroborer, on s'en doutait, mais de corroborer effectivement les propos des éboueurs qui nous signalaient qu'avant l'arrivée des containers, ils avaient une autre vie de travail que celle qu'ils avaient depuis l'arrivée des containers, sous réserve que ceux-ci soient généralisés, ce qui n'était pas.
Donc, dans un même quartier de ville, il pouvait y avoir des tournées où il y avait un maximum de containers et d'autres où il y en avait encore très peu, pour plein de raisons que je ne vais pas développer là. En tout cas, c'était tout à fait important d'avoir cet élément-là d'appréciation. Alors, vous voyez, là, je viens de balayer très très vite les éléments de cette recherche, mais en gros, on arrivait un peu avec ce puzzle-là à avoir une idée des pénibilités passées, des pénibilités restantes, de certaines dimensions du côté des enjeux de santé vers la fin de la vie professionnelle et donc probablement ensuite, de remettre tout ça ensemble pour faire une sorte de panorama que nous avons restitué au patronat et aux organisations syndicales du secteur qui en ont fait ce qu'ils ont voulu en faire. On n'a pas exactement su la suite puisqu'ils ne nous ont pas rappelé ensuite pour les mises en œuvre de divers dispositifs. Enfin, on espère qu'ils en ont fait quelque chose. Alors, la petite souris, ça va être la distraction qui va se produire 4 ou 5 fois. Si le premier qui la voit, il me le dit. Hein. Là. Merci, je l'ai eu aussi. Donc, retour à la gare de triage, et cette fois-ci, la deuxième forme de pénibilité dont je vais parler plus rapidement, les difficultés à travailler en raison d'un état de santé déficient. Je vais en parler plus rapidement parce que c'est une évidence, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin, je pense, de faire appel à beaucoup de littérature pour que vous ayez l'idée, conformément à tout le champ dit, par exemple, du maintien dans l'emploi, du travail des handicapés, du travail des malades, masse de recherche sur le sujet et d'intervention et de connaissances, mais on sait que une partie de la population a une santé déficiente et que cette partie de la population, à cause de sa santé déficiente, peut avoir des problèmes au regard de certaines conditions de travail. Bien. Le seul point sur lequel je vais insister, que je vais illustrer, c'est qu'il y a une question numérique très forte là-dedans. Ce n'est pas du tout pareil dans un milieu professionnel donné, mettons une entreprise moyenne. Ce n'est pas du tout pareil d'avoir ce problème-là avec 2 nouveaux cas par an ou avec 6 nouveaux cas par an, par exemple. On voit très bien. Hein. Peut-être y a-t-il des médecins du travail en assistance ou des personnes de service santé au travail. Je pense qu'ils voient très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que quand il s'agit de gérer un appui, un accompagnement d'aménagement de poste, de restriction d'aptitude, etc., pour tel nombre de personnes, ce n'est pas du tout pareil si ce nombre-là se met à augmenter. Pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que le nombre de possibilités de reconversion, elles, ne sont pas en train d'augmenter. Donc j'insiste sur cette histoire de nombre parce qu'il faut avoir en tête que ces histoires de travailler avec des problèmes de santé, avec des personnes qui ressentent des troubles et qui sont gênées ou non dans le travail, on arrive assez bien à en repérer l'ampleur grâce à une enquête qu'on a menée, nous, il y a une douzaine d'années, avec le CISM, qui est l'organisme de coordination des services de médecine du travail interentreprises, enquête que vous retrouvez facilement par Internet, qui s'appelle SVP 50, Santé Vie Professionnelle après 50 ans. Et voici le genre de résultats que nous avions. Premièrement, il y a vraiment, confirmation, beaucoup de gens qui ont des troubles, au moins petits, entre guillemets, troubles de santé. La courbe du haut, c'est celle des douleurs. Et dans cette tranche d'âge-là, des 50 ans et plus, on est avec des pourcentages qui dépassent la moitié des gens qui ont, en gros, suffisamment mal quelque part pour que dans cette interrogation-là, ils le disent. De façon suffisamment mal et suffisamment régulièrement. Plus des problèmes de fatigue, plus des problèmes de ceci, de cela. Bien. Alors, ce tableau inquiétant doit être relativisé par le fait que ça n'est pas à chaque fois une gêne dans le travail. Vous avez là, pour les divers problèmes, ou du moins quelques-uns de ceux dont je viens de parler, la proportion des salariés qui sont gênés dans leur travail ou qui ne sont pas gênés dans leur travail par tel ou tel problème de santé. En gros, c'est moitié-moitié. Ce qui veut donc dire aussi qu'on peut essayer de concevoir des situations de travail telles que quelqu'un qui a le problème de santé en question ne ressente pas de gêne dans le travail. C'est un objet d'action qui est quand même possible. Vers la fin de cette enquête, on demandait, cette fois-là aux médecins, de nous dire, compte tenu de tout ce que vous venez toute l'investigation que vous venez de faire sur les conditions via ce questionnaire, sur les conditions de travail de ce salarié et son état de santé, est-ce que selon vous, la meilleure solution, ça serait que ce salarié cesse de travailler ? La réponse était oui pour à peu près 11% de ces salariés de 50 ans et plus. C'est beaucoup, hein. C'est l'opinion du médecin. Et parmi ceux-là, il y en avait qu'une petite partie, ceux qui sont en violet dans l'écran, là, pour lesquels il y avait réellement un dispositif qui allait leur permettre de partir. Les autres, ils auraient dû cesser de travailler, mais ils n'allaient pas cesser de travailler. Ils allaient continuer, avec ce problème de santé, qui était quand même très handicapant. Le point sur lequel j'insiste et qui est majeur dans ce résultat-là, c'est la courbe montante. Vous voyez qu'on est à l'intérieur d'une décennie, disons des 50-60 ans,
Et les 50-51 ans d'une part et les 58-59 ans d'autre part, on n'est pas du tout avec les mêmes prévalences. On est en plein dans la décennie au cours de laquelle le pourcentage de personnes ayant des troubles de santé qu'ils ressentent, pas forcément graves, hein, mais éventuellement bien gênants dans le travail, augmente considérablement. Alors ça, c'est très important parce que quand on touche à l'âge de la retraite, quand on touche aux dispositions de fin de vie concernant la fin de vie active, c'est exactement dans la zone la plus à droite de ce graphique-là que l'on vient taper, si vous me passez l'expression. Et donc on peut d'un coup, et pour autant que je sache, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, voir monter les problèmes de restriction d'aptitude et compagnie, de nécessité d'aménagement de poste qu'on arrive plus ou moins à faire, voire de licenciement pour inaptitude, très précisément des 59, 60, 61 ans. Une petite zone, là, très délicate, dont on est en train actuellement de voir s'accroître l'ampleur. Alors, on pourrait quand même avoir un espoir dans tout ça, qui serait que, pour dire vite, l'espèce humaine s'améliore. C'est-à-dire que, au même âge, dans quelques années, les gens vont être moins malades. Génération après génération, les humains seraient mieux portants, et donc ça rattraperait un peu cette difficulté que je suis en train d'annoncer. Alors, est-ce exact? Oui, un peu. Et là, je remonte à une enquête plus ancienne, ESTEV, Santé, Travail et Vieillissement, où on avait fait cet exercice-là parce qu'il y avait eu un protocole longitudinal, on avait revu les gens en 90, en 95, et on constate, c'est ce que montrent les courbes que vous voyez là, je vais vous commenter, je ne sais pas quoi, mettons un chiffre. Vous voyez que, par exemple, les femmes en 95, qui ont 47 ans en 95, sont un peu moins nombreuses que celles qui avaient le même âge 5 ans avant, donc on est avec la génération suivante, à avoir des douleurs chroniques du cou et des épaules en l'occurrence, et c'est vrai pour d'autres problèmes de santé. Donc, il y a un petit effet positif de génération, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi l'alimentation dans l'enfance, certaines caractéristiques des expositions au cours de la vie, tout ce qu'on voudra. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à compenser les choses, parce que vous voyez quand même que, malgré tout, dans chaque génération, il y a bien une augmentation, et même quand on saute une génération, on voit que ça monte pareil. Quand on descend d'une génération à la suivante et qu'on monte en âge, on a quand même une montée de la prévalence des problèmes. Donc, l'effet de génération, l'effet améliorant, un effet positif de cohorte, de génération, ne corrige pas l'ensemble des problèmes sur lesquels j'insistais juste avant. Et je redis que donc, quand on est en train de déplacer les âges de départ, les âges de liquidation de la retraite, on peut créer un certain nombre de problèmes qui se situent juste là, sur la brèche de juste avant, là, l'année, les 2 années, les 3 années qui précèdent le départ en retraite. Troisième et dernière partie de mon exposé. La chasse à la souris est rouverte. Voilà. Le vécu difficile des dernières années de vie professionnelle. Bien. Donc là, c'est le travail pénible au sens courant du terme. Mon travail, il est pénible puisque je vous le dis qu'il l'est. Je le vis comme ça et je vous dis qu'il l'est, et ceci est suffisant pour qu'on considère qu'il l'est. Alors, je ne suis pas du tout en train de plaider pour un départ anticipé, pour ce genre de choses-là. Mais il est important, par contre, de l'avoir en tête, parce que du côté des politiques de prévention, en revanche, il y a de vraies actions qu'il faut pouvoir mener. Qu'est-ce qui peut faire qu'un travail présente, notamment pour des salariés vieillissants, puisque c'est notre sujet, des caractéristiques qui le rendent peu accueillant? La littérature, en psycho, en physio du travail, en ergonomie, désigne principalement 4 caractéristiques du travail qui mettent assez largement les salariés vieillissants en difficulté. On s'en est rendu compte par des exercices de démographie du travail dont il y a un spécialiste juste en face de moi ici, à l'heure actuelle. J'en suis un autre, voilà. Où on constate qu'il y a des mécanismes de sélection, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques du travail qui ont longtemps écarté, à partir d'un certain âge, la population la plus âgée. Sous réserve qu'on puisse, c'est-à-dire sous réserve qu'il y ait possibilité de reconvertir ces personnes-là. Bon.
Et puis, on a aussi d'autres connaissances, donc celles-là, je ne vais pas les développer, hein, qui indiquent qu'il y a quelque chose dans ces caractéristiques-là du travail qui pose problème aux vieillissants. Alors, je m'en excuse auprès des étudiants qui m'ont eu en cours aujourd'hui, mais vous allez revoir les 4 têtes de chapitre de ma 3e partie. Les postures pénibles, parce qu'il y a des évolutions de la souplesse articulaire, de la prévalence des douleurs articulaires avec l'âge, etc., sont un problème spécifiquement compliqué pour les salariés vieillissants. Les horaires décalés ou nocturnes, en raison notamment de la fragilisation du sommeil. La pression temporelle et le travail dans l'urgence, en raison notamment de la difficulté de mobiliser les ressources de l'expérience quand on n'a pas la possibilité d'anticiper dans le travail. Et les changements fréquents dans le travail qui peuvent mettre les vieillissants en difficulté, en ce sens qu'ils ont souvent une moindre habitude d'apprendre et de modifier des choses dans leur travail, une sorte de stagnation générale des pratiques dans les entreprises qui amène à écarter un peu trop souvent ces salariés milieu de carrière des changements, des apprentissages, et donc quand ceux-ci surviennent, ils peuvent se retrouver en difficulté. Je ne commande pas davantage, ça renvoie évidemment à chaque fois à beaucoup de connaissances, mais que je ne vais pas développer là. Alors quand même, ce que je voudrais, c'est développer la manière dont on peut aborder ces problèmes-là. Le modèle que là aussi j'ai présenté à nos jeunes collègues ici présents aujourd'hui, suppose de dire qu'avec l'avancée en âge, surviennent des déclins fonctionnels, surviennent statistiquement des déclins fonctionnels, très variables selon les personnes, éventuellement induits par le travail, c'est-à-dire accentués par lui ou accélérés par lui, pensez à l'usure articulaire et les manutentions lourdes, par exemple, ou révélés par le travail, c'est-à-dire, mettons justement à nouveau un petit problème d'usure articulaire dû ou non au travail, on ne va pas s'en rendre compte s'il n'y a pas des charges vraiment très lourdes à soulever. Et en même temps, on construit de l'expérience, on vit des événements, on réfléchit dessus, on se dote de nouvelles ressources. C'est vrai dans la vie professionnelle comme dans la vie en général. On se dote de compétences sur sa propre tâche, sur soi-même, ce que je sais bien faire, mal faire, ce qui me fatigue ou pas, ce qui est douloureux ou pas, et sur les autres, comment coopérer avec l'équipe de travail. Je ne dis pas que les jeunes se désintéressent de tout ça, hein. Mais au fil de la vie professionnelle, on se construit des ressources dans tous ces domaines-là, notamment pour pouvoir gérer certaines conséquences des déclins qui sont mentionnés à la gauche de ce schéma. Tout cela, en ergonomie, est abordé sous l'angle des stratégies de travail que cette combinaison déclin-expérience, pour partie, détermine. Compte tenu de tout ça, je procède dans mon travail de telle manière. Comprendre comment les personnes procèdent dans leur travail de telle manière est essentiel pour comprendre et les éventuels déclins, et les ressources de leur expérience, et donc les voies de la prévention de la 3e pénibilité. Ce fameux vécu difficile des années qui précèdent le départ en fin de vie professionnelle. Alors évidemment, je ne vais pas développer, pas plus que je ne vais développer les 4 têtes de chapitre, horaire, posture, etc., ni chacun des pôles qui sont là, mais je vais quand même juste prendre à cadence d'une diapo à titre d'exemple, illustrer ce que je viens de dire. Un exemple de déclin révélé concerne par exemple la fragilisation du sommeil. Ce que l'on constate dans une étude qui a été menée dans la population des journalistes de l'agence France Presse, il y a longtemps, mais ces résultats sont tout à fait valides, c'est qu'il y a des durées moyennes de sommeil un peu moindres au fil de l'âge, ça c'est un résultat classique et connu, mais que ce différentiel de durée de sommeil entre jeunes et plus âgés est beaucoup plus accentué quand les personnes ont travaillé de nuit. C'est la courbe bleue en bas là. Vous avez 1h30 de différence de durée moyenne de sommeil chez les journalistes qui rentrent chez eux au petit matin dormir après une nuit de travail. Alors que vous n'avez par exemple que même pas une demi-heure d'écart de durée moyenne quand c'est l'équipe de l'après-midi, c'est-à-dire des gens qui sont rentrés le soir et qui n'ont même pas à se lever tôt le matin, parce qu'ils ne sont pas du matin non plus. Donc il y a là une espèce là d'effet potentialisateur des horaires décalés
sur une fragilisation du sommeil avec l'âge. Ou si vous voulez, on peut dire les choses dans l'autre sens. Un effet potentialisateur de l'âge sur les éventuelles difficultés de sommeil liées au travail en horaire décalé. Voilà ce qu'on peut prendre comme exemple de ce que j'appellerais déclin révélé. Le déclin étant la fragilisation du sommeil qu'on ne voit pratiquement pas si on est dans une situation d'horaire ordinaire, que l'on se met à voir si on est dans une situation d'horaire très décalée. Un autre exemple de déclin révélé, graphique promis aux étudiants cet après-midi, le voici, c'est la consommation de somnifères et tranquillisants en lien avec le travail dans l'urgence, dont je viens de parler. On a fait dans une grande enquête interprofessionnelle que j'ai déjà citée au passage une fois tout à l'heure, un bilan des consommations de somnifères ou tranquillisants par les personnes interrogées dans ce questionnaire. Et on a essayé de le mettre en lien avec l'âge d'une part et avec le fait que ces personnes aient déclaré par ailleurs travailler ou non, souvent en se dépêchant, être beaucoup exposées à l'urgence. C'est une sous-population de l'échantillon de cette grande enquête qui est le sous-échantillon des femmes en emploi administratif. Je vous dis tout de suite, c'est un gros échantillon, donc un gros sous-échantillon. Là, il y a 3400 femmes en emploi administratif. Donc ce que je vais vous dire a quand même une certaine puissance statistique derrière. On pouvait s'attendre à voir la consommation de médicaments augmenter avec l'âge, dans les deux catégories de conditions de travail, et avoir un surcroît de consommation de somnifères et tranquillisants chez les femmes ayant à effectuer du travail dans l'urgence. Ça peut être un peu stressant et s'accompagner d'une surconsommation. Donc on aurait vu deux courbes parallèles montantes, vous voyez ? Et en fait, on arrive à ceci. C'est-à-dire qu'on arrive à un constat qui est qu'aux alentours de la quarantaine, on ne trouve guère de différence de consommation de somnifères et de tranquillisants entre les employés qui disent travailler dans l'urgence et celles qui disent ne pas travailler dans l'urgence, pour dire vite. Ça ne veut pas dire que le travail dans l'urgence ne fasse aucun mal aux employés qui y sont exposés. Mais en tout cas, ça ne se traduit pas, ou pas encore, par une consommation de médicaments en surcroît. Et ensuite, oui. Ensuite, on voit une divergence tout à fait considérable. D'ailleurs, on voit que les employés non exposés au travail dans l'urgence n'ont pratiquement pas d'accroissement de leur consommation au fil de l'âge, et les autres, oui. Pour des raisons qu'on sait tout à fait expliquer par la littérature sur les liens entre contraintes de temps et âge, contraintes de temps dans le travail et âge, que je ne vais pas développer là, mais sur lesquelles il y a eu pas mal de productions qui sont faites, y compris dans notre propre équipe. Donc voilà un exemple qu'on peut considérer de déclin révélé. C'est-à-dire que peut-être qu'on a une plus grande intolérance au travail dans l'urgence au fil de l'âge, plus grande fragilité à se retrouver dans des situations de hâte, mais ceci ne se révèle que si on est vraiment dans des situations fortes. Et à ce moment-là, en effet, on voit une situation de forte pression temporelle, et là, on voit grimper la consommation de somnifères tranquillisants. Du côté des déclins révélés, j'en prends un autre concernant le changement. Un résultat très très classique et souvent cité parmi les salariés d'une municipalité, qu'on a posé plein de questions sur l'arrivée des nouvelles techniques informatiques, et entre autres on leur demandait est-ce que vous avez une sensation de stress au moment de l'implantation d'un nouveau logiciel. Il était frappant de voir que cette sensation de stress est beaucoup plus décrite et affirmée par les quinquagénaires que par les jeunes salariés. Il y a là évidemment un effet de génération, hein. Ça dépend de ce qu'on a comme familiarité, ce qu'on a appris durant sa scolarité, mais enfin des nouvelles technologies, il y en a toujours. Alors, là, c'était un nouveau logiciel. Aujourd'hui, ça pourrait être les nouveaux usages d'Internet ou tout ce que vous voudrez, ou les échanges de données informatisés, ou les extranets, ou l'usage des sites web. De toute façon, il y a là quelque chose qui est un point important, qui relève, si l'on veut, du déclin révélé. Alors, du côté des compétences, l'exemple que je vous donnerai en termes de compétences sur la tâche, ça aussi, c'est un exemple qui a été développé en cours aujourd'hui. Pardonnez-moi pour ces petits renvois, mais comme une partie de l'assistance m'a eu en cours aujourd'hui, j'essaye de les prévenir quand même que de temps en temps, il y a des redondances, ça fait rien, ça vous fait une révision. Alors, là, c'est dans une situation de sortie d'un laminoir.
où les autocontrôleurs des bobines d'acier se déplacent pour diverses raisons dans l'atelier. C'est l'un des observables de cette étude ergonomique, où l'on se rend compte que ces ouvriers ne se déplacent pas exactement pour les mêmes raisons selon leur âge et leur ancienneté. On constate que les déplacements de type dans l'urgence, qui sont ceux que l'on constate en haut du graphique, il y a un problème sur une bobine d'acier, il y a un incident dans le processus de laminage, constaté par l'autocontrôleur, occasionnent davantage de déplacements aux jeunes, ce qui veut d'ailleurs dire qu'ils surviennent davantage. Et ce sont des déplacements souvent rapides d'ailleurs, pour rattraper les choses sans tarder. Les 3 doubles rectangles du bas montrent au contraire un surcroît de déplacement des autocontrôleurs de laminoir âgés. Or, cette fois, ce sont des déplacements anticipateurs. Ce sont des déplacements où il faut aller donner une info à quelqu'un avant que, aller chercher une info pour savoir si, aller consolider la qualité de son matériel de contrôle, etc., etc. Donc ce sont des déplacements axés sur la prévention de l'urgence. Donc là, on voit des stratégies tout à fait délibérées, comme on a pu le vérifier par autoconfrontation avec les uns et les autres, tout à fait délibérées, qui visent chez les chirurgistes anciens à éviter des situations d'urgence qui pour eux sont coûteuses, préfèrent prévenir que guérir. Et chez les jeunes, l'envie de moins peut-être se prendre la tête et en revanche d'être prêt à intervenir de manière très réactive quand un incident commence à se déclarer. Je souligne que la performance de ce laminoir est très bonne dans les deux cas. C'est un des meilleurs laminoirs de France. C'était à l'époque de l'étude. Il n'y avait pas de souci, ni avec les uns, ni avec les autres. Simplement, ce sont deux stratégies de travail différentes. Et donc, évidemment, en termes de prévention, etc., il faut pouvoir intervenir dessus. Donc, c'est typiquement ce qu'on peut appeler compétence sur la tâche. Un autre exemple de compétence sur la tâche a été recueilli dans l'industrie chimique dans une tâche de découpe de blocs d'ingrédients, où l'on voit que cette découpe de blocs d'ingrédients qui se fait avec un grand couteau, parmi d'autres tâches, demande, comme souvent quand on se sert d'un couteau, à ce que l'on le refroidisse de temps en temps, le couteau, parce que sinon il s'échauffe et il coupe moins bien. On voit que quand on compare un ancien et un jeune, enfin là c'est deux individus, mais l'étude a été généralisée à d'autres, les anciens font ce refroidissement du couteau beaucoup plus souvent que le jeune. Vous voyez, 321 à droite, 137 à gauche pour une même période de temps. Mais on s'y retrouve ensuite, puisque la découpe est beaucoup plus précise, et donc le temps de pression du bras, qui est donc le temps de découpe, pour chaque pesée du bloc d'ingrédients qu'on est en train de découper, est nettement plus court chez l'ancien. Autrement dit, il y a une compétence sur la tâche qui permet de gagner du temps en commençant par en perdre. Ça, ce sont des ressources qui sont extrêmement importantes et qui, si elles peuvent être mobilisées, permettent de rendre le travail moins pénible, la troisième pénibilité dont je suis toujours en train de parler. Les éboueurs dont je viens de vous parler auparavant, ce que l'on constate, c'est que dans le cas où il y a à la fois un jeune et un ancien, ce qui est le cas dans les périodes B, C et D, on constate que le marchepied du camion-benne est plus utilisé par le jeune. Spontanément, connaissant pas bien ce métier, on aurait parié l'inverse. On se serait dit que trottiner à côté d'un camion, c'est quand même fatigant, et que par conséquent, on allait voir assez souvent pour aller d'une poubelle à une autre, l'ancien grimper sur le marchepied pour faire les 40 mètres. C'est le contraire, et vérification faite, c'est effectivement une question d'avoir appris à son corps défendant que sauter d'un marchepied, à la longue, ça m'a fait des sacrés dégâts aux genoux. Et si vous avez regardé un tout petit peu un des propos dans les diapos que je vous montrais tout à l'heure, les problèmes de genoux, à notre connaissance, sont non pas répandus, mais généraux dans ce milieu-là. Enfin, nous n'avons rencontré dans notre étude, parmi les éboueurs plutôt, disons, 55+, que des personnes avec des problèmes de genoux. Tous. Alors, je ne dis pas que c'est tous les éboueurs de France, pour lesquels c'est le cas, mais en tout cas, dans ceux que nous avons rencontrés, oui. Donc il y a là, évidemment, ça relève des compétences sur soi, c'est-à-dire de cette idée que mieux vaut ne pas trop se servir du marchepied, qu'à la limite, on s'esquinte moins, même si apparemment ça peut être plus lassant,
en faisant un peu plus de trajet à pied, voire en trottinant de temps en temps à côté du camion pour ne pas lui faire perdre de temps. Parfois, ces stratégies d'expérience sont collectives. On a repéré dans un petit collectif dans l'assemblage d'avions, là c'est chez Airbus, une entreprise qui est tout à fait d'accord pour qu'on cite son nom, donc je le fais. Dans une petite équipe de 8 ouvriers, qu'est-ce qu'on voit? Les ergonomes auteurs de cette étude ont classé toute une série d'opérations selon les exigences posturales, plus fortes dans la colonne de droite, et selon les exigences temporelles, les obligations de se dépêcher, plus fortes sur la ligne du bas. Et ce que l'on voit, c'est que si j'essaye de pointer la diapo avec mon portable, ça ne va pas le faire, on voit que les opérations qui figurent dans le carré en bas à droite, à la fois contraintes du point de vue postural et du point de vue travail dans l'urgence, sont entièrement prises en charge par les 4 plus jeunes de l'équipe, alors même que tous les ouvriers de l'équipe savent faire toutes les tâches. Donc on a là effectivement une régulation collective relevant d'une compétence sur les autres, partage des tâches bien régulées, et qui permet de préserver un peu les anciens et de les laisser exprimer tout leur savoir-faire, etc., parce qu'ils apportent aussi, évidemment, des ressources très précieuses au collectif. Un autre exemple de régulation collective qui a été montré dans une situation de travail d'une grosse cantine universitaire, en l'occurrence, où il y avait 3 populations. Les plus âgées, qui se trouvaient être des femmes, atteintes par ailleurs de douleurs musculo-squelettiques, et puis 2 catégories plus jeunes ou très jeunes, qui se trouvaient être des hommes, et qui sont, en tout cas pour le moment, en bonne santé. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entraides pour certaines tâches précises, soulever une grosse marmite, prendre une grosse plaque en bas du four, etc., que reçoivent ces quinquagénaires un peu ayant des douleurs, sans les avoir réclamés à ce moment-là, sans non plus que ce soit organisé par le chef de cuisine. C'est quelque chose, un fonctionnement relativement harmonieux de la cuisine qui fait qu'au bon moment, quelqu'un a prévu qu'il allait falloir aider tel collègue pour faire telle chose. Simplement, c'est donnant-donnant. Enfin, c'est donnant-donnant tout naturellement. C'est-à-dire que ces mêmes anciennes ont en charge d'aider à la construction des compétences et de l'expérience des plus jeunes sur la programmation des repas, sur la confection de certaines recettes, etc. Et le deal, en fait, il est à long terme assez astucieux, parce que quand ces quinquagénaires vont, dans quelques années, quitter la vie professionnelle, les quadragénaires, eux, ils auront un peu vieilli et ils auront peut-être aussi quelques problèmes de douleur. Il est très important que ces jeunes arrivants, eux, deviennent sans trop tarder compétents pour pouvoir leur apporter tout l'appui nécessaire. Et donc ceci se régule à long terme, pas si mal, sous réserve qu'on y prête attention. C'est-à-dire que dans l'organisation de la cantine, les politiques de recrutement, les parcours professionnels, on fasse attention à ça. On en tienne compte dans ces politiques-là, toujours dans une perspective de prévention de la pénibilité. Je ne suis pas sorti du sujet. Le dernier exemple que je donne, celui-là aussi, vous l'avez vu cet après-midi, c'est celui des compétences sur les autres, et les autres étant cette fois non pas des collègues, mais des clients. C'est aussi une manière d'avoir des compétences sur les autres. Et là, il s'agit d'aides-soignantes à domicile qui prennent en charge des personnes âgées dans un contexte de contraintes de temps et de contraintes d'effort également assez prégnant. Et ce que l'on constate, c'est que ces aides-soignantes expérimentées ont des stratégies extrêmement précises de préservation de soi en jouant sur la qualité de leur relation avec les patientes. Je dis les patientes, enfin les personnes âgées. Donc il y a toute une série d'éléments qui ont été repérés dans cette analyse. Je résume là en une petite diapo une grosse recherche. Et entre autres, si je prends par exemple cet item, qui est souvent le plus facile à raconter, choisir le moment des conversations personnelles, ce que l'on constate, c'est que alors que la plupart du temps, ces aides-soignantes discutent avec ces personnes âgées en leur faisant des soins, les coiffer, les habiller, etc., dans certains cas, on dissocie. Et on commence par discuter un peu avec la personne âgée. On s'assoit quelque part, le salon ou la cuisine, on discute un peu. Pourquoi fait-on ça? On fait ça parce que ces patientes-là sont présentes dès les débuts de démence sénile, par exemple,
Et donc, si on ne fait pas ça, ça va être beaucoup plus compliqué derrière. Elles se sentiront moins en sécurité, elles seront moins coopératives. Elles vont se bloquer, par exemple, dans un déplacement d'une pièce à une autre. Et donc, ça va être beaucoup plus fatigant et beaucoup plus long de faire les soins si on n'a pas commencé par faire cette petite mise de quelques minutes d'entretien. Et la manière de conduire cet entretien et sa durée relève d'une expérience extrêmement fine, où se combine l'expérience du métier, l'expérience du cas lui-même, de la personne qu'on a en face de soi, voire une expérience plus générale de la vie, qu'ont acquise ces aides-soignantes qui ont elles-mêmes des heures de vol derrière elles, et ça leur sert beaucoup. Donc, ceci est aussi une forme de préservation de la pénibilité, à condition qu'on reconnaisse ces stratégies-là, qu'on les autorise à les mettre en œuvre, qu'on les autorise aussi à les faire circuler. Là, il y a un jeu de transmission des savoirs qui est tout à fait important. Ce sont des personnes qui travaillent isolées en termes de milieu de travail. Est-ce que oui ou non, on crée des conditions pour qu'elles puissent avoir rendez-vous entre elles au moins de temps en temps pour échanger ces façons de faire-là et essayer de les consolider? C'est une arme de prévention de la pénibilité, de la troisième pénibilité. J'ai fini mon exposé, je fais juste une diapo de récapitulation autour de cette question de comment réduire la pénibilité en fin de vie active. On peut penser, d'une part, qu'on a besoin d'actions indifférenciées, c'est-à-dire quand on améliore les conditions de travail, on les améliore pour tout le monde. On prévient évidemment l'usure professionnelle, on lutte contre toutes les formes de pénibilité. Bien. On peut aussi faire des actions ciblées, avec des mesures spécifiques à certaines catégories de personnel, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'ils présentent des problèmes de santé, soit les deux. Et on peut aussi, je viens suffisamment d'y insister, essayer de valoriser les atouts de l'expérience, favoriser des stratégies de travail qui permettent de travailler en santé. Quel lien entre ça et les trois facettes de la pénibilité dont j'ai parlé au début, que j'ai énoncé au début? Je récapitule. Première pénibilité, contrainte porteuse de risques potentiellement pour la santé à long terme, celle qu'on retrouve dans le compte pénibilité aujourd'hui, etc. Deuxième, pénibilité parce que la santé est déficiente et que le travail n'admet pas bien ça. Troisième, vécu difficile les dernières années de vie professionnelle, sans doute parce que les stratégies de travail qu'on voudrait pouvoir mettre en œuvre, ce n'est pas possible, ou ce n'est pas suffisant. Ça ne fonctionne pas. Alors, mettons en lien avec les différents types d'actions que je résume celles que j'ai présentées à la diapo précédente. L'amélioration globale des conditions de travail, ce n'est pas un scoop, je ne vous apprends rien, ça reste le remède de base dans les trois domaines. On évite évidemment la première pénibilité parce qu'on réduit les risques d'usure à long terme et qu'on favorise la longévité, l'espérance de vie au grand âge, tout ce qu'on veut. On diminue les problèmes pour les personnels de santé déficientes, on peut plus aisément les conserver, les maintenir en emploi, les réaffecter. Et on évite le vécu difficile des dernières années de vie professionnelle parce qu'on retire les occasions de déclin révélés, si vous vous souvenez du modèle que je vous ai présenté. Quand les conditions de travail sont meilleures, on révèle moins les déclins quand ils surviennent. Les actions ciblées de protection, de réaffectation, voire de cessation d'activité, éventuellement justifiées par le passé professionnel, c'est le cas exactement du compte prévention pénibilité qui est en train de se mettre en place. C'est certainement une mesure de justice intéressante à prendre en considération. Personnellement, moi, j'y suis plutôt favorable. On peut se discuter, personnellement, j'y suis favorable. En tout cas, ça ne règle, en milieu de travail, aucun problème de pénibilité, sauf un peu celui-ci. C'est-à-dire que ça permet, pour une personne de santé déficiente, d'être, espérons-le, réaffectée dans une situation qui, au moins, n'aggravera pas son état de santé. Soit parce qu'elle est réaffectée, soit parce qu'elle ait la possibilité de partir un peu en avance sans perdre trop de ses droits sociaux. Et enfin, j'y insiste énormément parce qu'on n'y prête pas assez attention, les actions fondées sur la valorisation des atouts d'expérience, qui ont constitué toute la troisième partie de mon exposé, sont une vraie voie d'action, et pour les personnels de santé déficientes, et pour le vécu des dernières années de vie professionnelle, en permettant une reconnaissance authentique de l'expérience, qu'on a souvent bien du mal à préconiser, à faire valoir dans les entreprises. Or, c'est tout de même l'un des enjeux essentiels de prévention de la pénibilité et plus généralement de prise en considération du vieillissement au travail. Voilà. Merci de votre attention.